Bonsoir tout le monde. Voilà, donc vous savez qui je suis et je suis très heureuse évidemment d'être là et que Christian De Bruyne, vous l'avez cité, ait fait appel à moi pour la présentation de cette soirée, de cette table ronde qui nous fera nous exprimer évidemment au sujet de la littérature et de la place des femmes dans celle-ci, sujet qui m'intéresse fortement et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer mes notes, trop nombreuses évidemment comme toujours, mais je pense que je suis vraiment très heureuse d'avoir fait quelques recherches sur des articles intéressants au sujet d'une sous-représentation évidente des femmes dans la littérature depuis toujours, mais aussi au sujet de la place que les femmes occupent aujourd'hui, fièrement, à l'heure d'aujourd'hui, et la place évidemment bien représentative des 4 femmes autour de moi, au talent non dissimulé, et des messages qu'elles souhaitent transmettre évidemment, ou tout simplement des merveilleux moments lecture qu'elles souhaitent apporter au public. Alors j'ai décidé, et avec leur consentement bien sûr, de leur faire parler de leur parcours, non pas d'entrer dans l'histoire de leurs personnages ou de leur histoire, l'histoire de leurs romans, mais vraiment plutôt de tout ce qui s'est mis autour de leur parcours, de leur lecture, peut-être à elles, plus jeunes, de celles imposées dans les écoles, on en a parlé entre nous tout à l'heure, ou celles découvertes, celles ressenties, ou celles qui nous ont peut-être influencées, peut-être beaucoup plus elles encore, puisqu'elles ont continué à écrire elles-mêmes. Du regard aussi qu'elles portent sur la place des femmes dans les manuels scolaires. Ça aussi, j'ai été quand même interpellée de faire quelques recherches à ce sujet. La place des femmes à l'Académie française, comme lauréates, comme jury, les femmes auteurs, il y a bien longtemps plus connues pour leurs aventures amoureuses ou autant pour leurs écrits que pour leur passion, pour leur chapeau ou pour leur manie alimentaire. Je pense que vous savez de qui je parle, bien sûr. Des questions, et les journalistes y sont pour quelque chose, et j'en suis une. Des questions en vrac qui me sont venues en tête en préparant cette soirée, à côté des auteurs hyper médiatisés. Comment rencontrer l'intérêt des journalistes et des critiques littéraires en tant que femmes? Depuis qui ou depuis quand la tendance semble-t-elle s'être inversée? Est-ce qu'il y a une écriture dite féminine? Ça, c'est une question importante. Est-ce que le mot autrice existe vraiment? Est-ce qu'on aime ce mot alors que son usage est vraiment très controversé? Mes lectures d'articles, encore une fois, pour préparer cette soirée, m'ont fait réapprendre que Jane Austen n'a jamais été identifiée en tant qu'auteur de ses romans. Ses écrits sont parus sans qu'un nom d'auteur y soit attaché. On trouve sur la couverture que la mention by a lady, autrement dit par une dame, que plus tard les sœurs Brontë se font passer pour des hommes afin d'être elles-mêmes publiées. Qu'il faut véritablement attendre le XXe siècle pour que les femmes soient lues, et même pour certaines très lues, puisqu'Agatha Christie évidemment a été et reste l'auteur la plus lue de son vivant. Nous parlerons du phénomène culturel que deviennent aussi les auteurs en France au XXe siècle et du succès qui sourit aux auteurs du XXIe siècle, en n'oubliant pas cette réalité. Les acheteurs de livres sont en majorité des lectrices. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Les éditeurs, peut-être, parfois semblent l'oublier, même si on assiste du côté des maisons d'édition. Et là aussi, j'ai fait quelques recherches à ce sujet, à une féminisation de plus en plus grande. Voilà, tout ça, c'est, encore une fois, par mes recherches, et je pense que c'est important de dresser un peu certaines choses qui méritent sur lesquelles il faut s'attarder, et je pense qu'ils peuvent nous faire réfléchir. Alors, peut-on parler de sous-représentation de femmes aujourd'hui ou de difficultés rencontrées? Eh bien, on va le savoir évidemment avec mes 4 invités ici autour de moi. Alors, je vais commencer par Sophie Daubreby, qui est la plus jeune, voilà, tout à fait. Vous l'avez dit, je pense, elle a la trentaine. S'en aller est son premier roman. Je commence par vous, Sophie, parce que votre roman est le récit d'une émancipation féminine au cours du XXe siècle. S'en aller montre subtilement comment les luttes des femmes d'aujourd'hui font écho à celles de leurs aînés à travers l'histoire. Et Carmen est l'une d'entre elles. Alors, vous avez soulevé tout à l'heure la question évidemment importante. Est-ce que je pense savoir qu'elle figure parmi l'histoire de l'une de vos aïeules? Est-ce que vous vous êtes servi au tout début de votre histoire d'un fait qui existait, d'un fait historique? Je pense que ça fonctionne. Fonctionne, oui. Allez-y. Oui, je me suis servi effectivement de matière familiale, tout autant que non familiale. J'ai mélangé de la fiction, j'ai mélangé des archives.
enfin, comme beaucoup de personnages, les sources sont diverses et difficilement identifiables d'ailleurs après coup. J'aurais beaucoup de mal, si je relisais, je crois, à déterminer ce qui est issu des archives familiales et ce qui ne l'est pas. Mais oui, effectivement, je me suis plongée là-dedans, dans des figures qui ont existé et qui m'interpellaient. Quand je parle de l'émancipation d'une femme, de cette héroïne, encore une fois, Carmen, qui désobéit, qui s'affranchit dans un monde d'hommes, et de cet apprentissage, cette première rupture aussi avec le rôle imposé de femme qu'elle endosse sans se poser de questions, mais voilà, elle change un petit peu le fil de sa vie. Oui, dans ce choix narratif-là, en fait, c'est un choix qui est encore... L'histoire se déroule au XXe siècle, mais effectivement, résonne, c'est quelque chose qu'on pourrait transposer aisément au XXIe siècle, parce que les injonctions se reconfigurent, en fait, au gré du temps. Et je crois que c'est quelque chose qui est encore complètement d'actualité. Je ne pense pas qu'on navigue encore complètement librement, et on pourrait parler longuement de ce que signifie la liberté là-dedans, mais donc oui, c'était un sujet qui m'importait et pour lequel j'ai puisé dans le présent. Dans le présent. Mais cette façon, encore une fois, le chemin d'une femme qui s'émancipe, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous vous êtes dit, quand vous avez eu envie d'écrire ce premier livre, c'est là-dessus que je dois partir. C'est quand même le début d'une aventure, l'écriture. Oui, ça me tenait à cœur parce que je pense que comme la plupart des personnes autour de cette table, la question de l'émancipation m'a travaillé tôt. À différents endroits, à différents moments, sous différentes formes. Et donc, ça me semblait être un sujet fertile et intéressant à traiter. Je pressentais qu'il y aurait des choses à y mettre. L'émancipation avec, malgré tout, le fait de désobéir, parce que cette notion-là revient beaucoup dans votre livre, la désobéissance, pour arriver à s'émanciper. C'est un petit peu le message que vous vouliez faire passer dans le livre ? Oui, c'est la stratégie que j'avais choisie, mais parce qu'en filigrane, ça parle de l'injonction. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, les injonctions telles qu'elles existaient au XXe siècle, telles qu'elles continuent à exister au XXIe siècle. Et effectivement, c'est la stratégie que j'ai choisie dans le roman. Il en existe certainement d'autres. Je ne suis pas sûre qu'il faille tout le temps désobéir. Il y a peut-être d'autres manières de faire. Mais c'est la vôtre. Mais ouais, en tout cas, c'est la mienne et c'est celle de ce personnage. De Carmen, donc S'en aller, votre premier roman. Alors, je m'adresse à vous, Geneviève Damas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres en 2012, comme on l'a rappelé, le prestigieux prix des 5 continents de la francophonie, avec le roman Si tu passes la rivière. C'est une façon de s'en aller aussi, si on passe la rivière. Ça rejoint un petit peu finalement le titre de Sophie, salué par les membres du jury comme un hommage à la vertu libératrice de l'écriture. Vous me voyez venir évidemment. Comment est-ce qu'on définit, comment est-ce que vous définiriez, puisque c'est à vous que ça s'adressait, cette vertu libératrice de l'écriture? Comment vous l'avez ressenti, cette critique-là? Déjà, c'était un honneur formidable. Mais c'est très émouvant parce que le prix des 5 continents de la francophonie, c'est vraiment un prix particulier. Ça veut dire qu'il y a d'abord un pré-jury qui est composé de jurys de différents pays. Donc il y a le jury du Sénégal, il y a le jury de la Belgique, le jury de la France. David, si je fais une erreur, vous me dites. Le jury du Canada, je pense. Et alors il y a quelque chose de... Donc les pré-jurys font leur sélection, ils ont droit à un coup de cœur. Et le coup de cœur n'est pas délibéré. Et donc moi, j'ai été le coup de cœur du Sénégal, ce qui est une chose extraordinaire. Enfin, ça m'a touchée, quoi. Et puis après, il y a un jury de grands écrivains qui reçoit une sélection de 10 titres et qui en choisit un. Donc, que ce soit il y avait Jean-Marie Gustave Leclésio, Lionel Trouillot, Lise Bissonnette. Enfin, il y a des femmes et des hommes exceptionnels, que je connaissais pour les avoir lus et qui étaient quelque part pas des proches, mais la littérature nous fait vivre des émotions qui vous rapprochent des gens, qui vous font partager des choses, et que eux puissent dire ça, c'était fantastique. Alors ce qui est très étonnant, c'est que
En fait, ce livre s'est écrit tout près d'ici, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture à Carnion et à Colfontaine. J'avais écrit une première pièce de théâtre, et quand vous avez écrit un premier texte, on vous demande de donner des ateliers d'écriture. Et donc, j'ai donné des ateliers d'écriture dans des écoles, et où j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément d'analphabétisme. Et ce n'étaient pas des primo-arrivants, enfin des enfants ou des jeunes qui avaient une première langue, et donc le français était une deuxième langue pour eux. Non, c'était des enfants dont les parents ne savaient pas lire, les grands-parents ne savaient pas lire, et qui faisaient et ça m'a vraiment... voilà, moi, ma petite enfance est à Charleroi, comme je vous l'ai dit, mais je venais de Bruxelles pour donner ces ateliers, parce que maintenant j'habite Bruxelles. Et voilà, et c'était ça en fait que je voulais dire, c'est que quand on n'a pas les mots, on vit... je ne dis pas qu'on vit une existence pauvre, mais notre existence est privée de tas de choses. Et le langage, la culture, l'écriture nous offre la liberté. Et alors, du coup, évidemment, c'est ça que ça voulait dire. Voilà. Et donc, voilà, j'étais heureuse que ça a été entendu. Bah voilà, ça a toujours d'actualité, parce que je pense en effet, quand on reçoit ces mots, quand on reçoit en effet cette vertu libératrice de l'écriture, je pense que voilà, elle nous colle à la peau. C'est pour ça que je voulais vous poser cette question. Vous parlez des grands noms des écrivains qui ont fait partie du jury. Vous avez donc votre carrière théâtrale aussi. Vous êtes une femme de théâtre, collaboré avec des metteurs en scène reconnus. Vous avez fondé votre propre compagnie avec l'ambition de promouvoir l'écriture contemporaine. Voilà, c'est une autre forme d'écriture après l'écriture libératrice, l'écriture contemporaine, des spectacles, des lectures, des ateliers, vous l'avez dit. On parle aussi, quand je tapote votre nom sur Google, on parle aussi, en ce qui vous concerne, d'une forme d'écriture, journal intime. C'est comme ça aussi un peu qu'on vous catalogue. Votre premier roman, fidèle à la forme monologue, est-ce que ça a été un choix aussi d'avoir cette façon d'écrire, cette façon journal intime, ou est-ce que, quand on est une femme, puisque c'est souvent comme ça que je vais commencer mes questions, est-ce que quand on est une femme, c'est quelque chose qui est un peu inné, un peu naturel? Alors, je vais tout de suite vous répondre. Vous me dites, quand je suis une femme, je ne sais pas ce que c'est être autre chose. Donc, je ne peux pas... voilà. Par contre, ce que je peux dire... Vous teniez un journal intime, étant jeune? Un peu, mais... À mon avis, un peu plus féminin. Mais je vous coupe. Je ne sais même pas, parce que moi, j'ai pas connu mon grand-père, mais moi, j'ai hérité de ses journaux intimes. Et j'ai hérité des journaux de mon parrain, qui sont, pour tout ce que j'en sais, des hommes. Donc, je ne sais pas. Et Winston Churchill a reçu quand même le prix Nobel de littérature pour ses mémoires de guerre. Donc, quand même, c'est quelque chose. En fait, je crois que la littérature, en tout cas le roman, mais le théâtre aussi, mais peut-être le roman, c'est quand même pour moi une forme de parole particulière, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de situations dans la vie où on peut connaître très profondément des gens. Enfin, si on regarde à l'échelle de nos vies, même nous, on est parfois des étrangers pour nous-mêmes, mais il y a peut-être nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, les personnes que nous aimons. Et donc, ça fait une expérience de la profondeur de l'âme humaine qui est quelque part étroite. Mais il y a des choses qui sont incroyables, c'est que dans le roman, on peut faire la connaissance très profonde de l'âme de quelqu'un qu'on ne connaît pas et de partager des choses avec cette personne. Par exemple, moi, j'ai lu Crime et Châtiment. C'est complètement dingue. Je me suis dit, il m'a mis dans la peau d'un meurtrier et en même temps, j'ai pu partager des choses avec cet homme que je ne connais pas, qui n'est pas de mon siècle, qui n'a pas mon éducation, qui ne parle pas ma langue, etc. Enfin, je dis avec cet homme, mais qui est une fiction. Et donc, je pense que la littérature, elle accroît nos expériences de vie. Et donc, c'est pour ça que j'aime le jeu. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est le tréfonds de l'âme humaine, de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui nous agit, Alors, donc, mon premier roman est un jeu, et j'ai bien essayé de ne plus écrire en jeu. Mais pour le moment, je n'y arrive pas.
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme ou pas. Ça, Ben voilà. C'est bien parce que ça fait, à mon avis, ça fera réagir les autres. À côté de vous, Leïla Zerouni, qui est professeure d'anglais et d'allemand, qui a publié 2 nouvelles avant de publier son premier roman, Femme empêchée. Et dans ce premier roman, vous faites la part belle, Leïla, à la recherche d'identité, un journal intime. On peut aussi le dire, un journal intime, imaginant la mère idéalisée tout en appréhendant de mieux la connaître, étant toutefois aussi choyée par une mère adoptive. Il est question aussi d'un refuge que l'héroïne trouve dans la passion des livres. Est-ce que c'était quelque chose qui était urgent d'affirmer, cette bienveillance avec la passion des livres? Oui, c'était quelque chose de très personnel. En fait, c'est un livre qui parle donc de quête d'identité. Il y a donc des moments assez douloureux puisque l'enfant est à la recherche de sa mère, mais elle trouve une consolation dans l'art. Et je peux même élargir, pas uniquement la littérature, mais l'art en général. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu très personnellement. Je trouve que l'art est un refuge extraordinaire dans la vie de tous les jours. Oui. L'art, mais la littérature aussi, qui aide à supporter, comme l'art peut-être, qui aide à supporter des situations difficiles. Tout à fait, tout à fait. Il y a une phrase, je pense que vous l'aviez notée, je ne rappelle même plus ce que j'ai écrit, Donc la littérature ou la culture ou l'art en général, c'est ce qui nous fait supporter la mort, la nôtre et celle des autres aussi. La bienveillance, encore une fois, qui passe dans votre livre, cache parfois de lourds secrets qui peuvent faire de nous des empêchés, puisque c'est un petit peu ça le titre de votre livre, à plus d'un titre. Dans ce livre, il s'agit d'une histoire de femme, de mère. Même question, est-ce que ça vous semblait évident, comme j'ai dit à Sophie, de commencer, d'avoir cela dans ce premier roman? Oui, je ne me suis pas trop posé la question. En fait, oui, je vais encore me citer, je m'excuse, mais dans le livre, il y a un personnage qui dit en fait, on ne choisit pas ses combats, ce sont nos combats qui nous choisissent. Et ben pour le livre, je pense que c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a une histoire qui nous habite. Et pour un premier roman, en tout cas, c'est très, très important de faire sortir cette histoire. C'est quelque chose qu'on a dans les entrailles. Et voilà, on ne se pose pas la question. Mais ça ne veut pas dire que j'écrirai toujours sur ce sujet-là. Mais non, c'est ça. Qui m'est venu spontanément. En tout cas, celui-là fait preuve aussi de poésie. Dans les critiques, on vous encense en tant que poète. Est-ce que c'est venu naturellement aussi, ou est-ce que c'est un peu l'écriture qui est tout à fait naturellement une forme d'écriture? Oui, et alors j'aime bien mélanger aussi la prose et la poésie. Voilà, je trouve que la poésie est un merveilleux vecteur pour dire ou pour suggérer plutôt beaucoup de choses en peu de mots. Et donc, voilà, pourquoi pas ouvrir la prose à quelques moments de poésie et laisser le lecteur un peu dans ses suggestions. Femme empêchée. Donc encore une fois, je redis le titre, Désir ou non-désir de la maternité. Et l'histoire se passe dans les Ardennes belges. Alors, le début du livre se situe exactement dans les Ardennes belges, dans une petite librairie. Puisqu'on parlait du pouvoir consolateur de la littérature. Et donc Anya est le personnage principal. C'est une jeune fille qui découvre vers l'âge de 10 ans quel est le produit, j'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, voilà, rien d'autre ne me vient à l'esprit pour l'instant, le produit d'un accouchement sous X. Et donc elle va être taraudée par sa quête d'identité. Et c'est ainsi qu'au fil des pages, on va découvrir l'histoire de sa mère, mais aussi d'autres femmes empêchées, puisque peut-être il faut que j'explique ce que c'est une femme empêchée dans mon livre. C'est un néologisme d'un des personnages, un gynécologue. Une femme empêchée, c'est donc une femme qui ne peut pas aller au bout de sa maternité pour une raison ou pour une autre. Et donc, évidemment, on va, à travers l'histoire d'Anya, découvrir l'histoire de la mère qui va se dévoiler petit à petit. Et puis aussi, il y aura d'autres femmes empêchées, d'autres femmes, d'autres histoires qui vont apparaître au fil de l'histoire. Merci Leïla. Alors Malika Madi, belge d'origine algérienne, votre premier roman, Nuit d'encre pour Farah, reçu le prix de la première œuvre décernée par la communauté française de Belgique. Toute petite, vous découvrez une passion pour l'écriture et la langue française avant d'écrire votre premier roman. Vous écrivez aussi des nouvelles, hein? Oui, j'en ai pas écrit beaucoup. Pas beaucoup? Non, j'ai écrit un peu pour le théâtre, j'ai écrit des essais, scénarios de cinéma, documentaires.
Voilà. Votre deuxième livre, Les silences de Médéa. Oui. Voilà, et en 2008, vous publiez aussi un ouvrage essai qui aborde la problématique du racisme et des préjugés. Donc là aussi, il y a une espèce d'engagement par rapport à ça. Aujourd'hui, tout en continuant votre travail d'écriture, vous dirigez pour des jeunes des ateliers d'écriture. Bon, je pense que vous n'êtes pas la seule, mais je pense que c'est important aujourd'hui, bah oui, toutes les deux, mais je vous pose la question à vous, Malika, de faire ça, d'aller chercher un petit peu ce qui est l'essence des jeunes. Assez naturellement pour moi, en fait, oui, Nuit d'encre, donc est paru en 2000. 2001, le prix de la première œuvre, et il y a eu un effet boule de neige puisque les enseignants ont découvert ce roman, ils ont trouvé que c'était assez intéressant pour les classes. Et donc depuis 20 ans maintenant, c'est vrai que je vais dans les écoles, et ce roman est devenu un classique scolaire. Bon, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui va devoir vivre un mariage forcé. Donc voilà, c'est un drame évidemment. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un livre qui me colle à la peau quelque part, puisque voilà, c'est une histoire encore une fois qui a 20 ans, mais qui continue. Alors je rencontre des jeunes encore dans les écoles et des jeunes filles de 14, 15, 16 ans, parce que c'est le public qui le lit. Je dis, mais vous savez, vous n'étiez même pas nés quand je l'ai écrit. Oui. Je crois même que vos parents n'étaient peut-être même pas encore ensemble. Donc, et ça me flatte de voir que ça continue à fonctionner et voilà, à faire son effet. Alors justement, il y a toujours l'opération écrivain en classe. Oui, c'est ça qui est menée. Oui, écrivain en classe. Oui, c'est une initiative qui remonte maintenant à plus de 30 ans. Je pense que c'était Jean-Luc Couters à l'époque qui avait initié cette idée. Donc, c'est de permettre aux enseignants d'inviter des auteurs belges pour faire découvrir la littérature belge aux élèves. Donc, c'est un projet qui est une très belle idée, qui continue de fonctionner. Donc, beaucoup d'auteurs aujourd'hui vont dans les classes. Bon, Geneviève le fait, je le fais aussi. J'espère que nos deux jeunes auteurs le feront également. Mais oui, voilà, c'est une très belle initiative, en effet. Alors, comme vous dites, bah oui, votre ouvrage est un ouvrage de référence, hein, un ouvrage sollicité, en tout cas, en communauté française, et les élèves l'adorent. Oui, enfin, vraiment. Et en tout cas, oui, ça semble, oui. Ça semble l'être, ça semble l'être. Justement, garder le micro, en parler peut-être puisque vous êtes au cœur de ce qui se passe dans les classes, dans les écoles, au niveau de la littérature. Parlons peut-être de la représentation des femmes dans les manuels scolaires ou la représentation des femmes dans les lectures d'adolescents. Qu'est-ce qui vous a guidé, vous, et aujourd'hui, quels sont un peu les livres qui sont demandés pour les étudiants? Je pense que, oui, en fait, je pense que les publics, les jeunes ont changé, ont évolué. Quand moi j'ai commencé, on vit avec notre histoire aussi, notre histoire contemporaine. Moi j'ai commencé en 2001, c'était les attentats de New York, donc un vrai questionnement justement d'abord sur la place des musulmans en Occident et puis en Belgique. Donc, et l'actualité a évolué aussi, où on a commencé à beaucoup plus en parler, à mieux comprendre la diversité, puisque la diversité est comment dire, une réalité sociale. Hein. Aujourd'hui, nous vivons tous ensemble et on doit composer avec les différentes communautés. Donc moi, quand je vais dans les classes aujourd'hui, les jeunes que je rencontre et qui ont 17, 18 ans ne sont pas ceux que je rencontrais en 2001 et qui avaient 17 ou 18 ans à l'époque. Donc voilà, après, c'est vrai que l'idée de l'écrivain tel que certains élèves l'avaient à l'époque, c'était l'écrivain français, soixantenaire, barbu, mort peut-être. Et donc, sûrement. Et donc moi, la petite Algérienne, jeune femme du centre, je suis née donc dans la région du centre, d'origine algérienne, je cassais un peu les codes, pour tout vous dire. Mais oui, après, pour revenir quand même un petit peu à ce que vous disiez au départ, est-ce qu'aujourd'hui, nous les femmes, alors j'aime beaucoup, moi j'ai lu un livre de Laure Adler, qui est une très grande journaliste française, qui avait écrit un livre qui s'appelait Les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Et je trouvais que c'était un titre tout à fait incroyable, parce que c'est vrai que, Geneviève l'a très bien dit, on est femme, donc on ne sait pas ce que c'est que d'être autre chose qu'une femme, mais c'est pas facile d'être une femme. Alors, c'est pas facile pour plusieurs raisons. C'est-à-dire d'abord, on est forcément destiné, je sais que Sophie tout à l'heure nous a surpris en train d'en discuter, nous sommes confrontés à la maternité, qui est un état extrêmement formidable à plein de niveaux, parce qu'on donne la vie, parce qu'on porte, parce que c'est un moment de la vie magique. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, et en même temps on essaie aussi de répondre à des normes sociales, au regard que la société porte
sur les femmes qui seraient des femmes de la modernité, donc c'est-à-dire avoir une carrière, avoir une vie sociale et en même temps pouvoir gérer un intérieur, parce que ça reste encore ancré dans les esprits. Donc oui, écrire, moi je sais que les hommes ont peur des femmes qui écrivent, par exemple. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, en tout cas, moi, je le sens très fort. Dire que quand on vient avec son titre d'auteur, d'écrivain, on dit, oh là là, elle va me juger, elle va m'analyser, je serai peut-être un personnage de roman. Et donc, les hommes ont peur de ça, généralement. Alors, si on est marié avant de l'être, ça va. Mais quand on ne l'est plus et qu'on se dit maintenant, il faut que je refasse ma vie, c'est compliqué, parce qu'on voit toujours cette image d'écrivain. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un peu, ça répond à votre question. Oui, enfin c'est bien. En tout cas, ça engage bien la réflexion. Alors, voilà, Sophie, je ne vais pas redonner la parole à Geneviève juste après, hein, Geneviève bien sûr, mais par rapport à l'écriture féminine, vous êtes une femme, elle est une femme, on l'a bien compris. Mais est-ce qu'il vous semble, vous, et peut-être avec quelles ont été vos lectures, Sophie, comme vous êtes la plus jeune, désolée, mais vous êtes la plus jeune, donc quelles ont été vos lectures et peut-être les lectures les plus influentes? À l'école, mes lectures n'ont pas été si différentes de cette figure de l'écrivain français. Très vieux, très très mort. Vieux, très mort. Longtemps j'ai lu ça, et longtemps ça ne m'a pas transcendée. Et j'ai attendu, en fait, je trouve que mes premiers chocs littéraires ont été tardifs. C'est-à-dire les chocs littéraires. J'ai longtemps, je pense à des autrices comme... Wittig, par exemple, Les Guerrières, j'ai lu ça tard. Et même d'autres, pas nécessairement. Enfin, il est mort et il est homme et blanc. Mais Jean Genet, par exemple, je l'ai lu aussi très tard. Et en fait, j'ai conçu une grande colère aussi de me dire mais pourquoi on m'a imposé du Zola? Alors Zola, c'est formidable. Enfin, mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses m'avaient manqué et que je les cherchais sans le savoir depuis longtemps, et que si je n'avais pas eu du temps à y consacrer et de l'énergie, je serais sans doute toujours passée à côté. Et il y a un truc, pour moi, l'école, c'est le seul endroit où qui peut un tout petit peu déjouer tous ces déterminants sociaux, genrés là, et qui pêche encore aujourd'hui. Je ne me suis pas penchée avant de venir sur les derniers chiffres en termes de représentation de femmes autrices dans les manuels scolaires, dans les programmes. C'est pas beaucoup. Et en plus, je connais en plus mieux les programmes français que belges, parce que j'ai étudié en France. Mais c'est pauvre, c'est encore très pauvre. Alors que les femmes en littérature ont existé toujours et massivement. Simplement, l'école, qui est peut-être l'endroit le plus démocratique où on pourrait les rencontrer, les exclut complètement des programmes. Donc, des femmes autrices, moi j'en ai lu très peu. En fait, je me souviens des Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Oui, oui. Alors c'était une petite héroïne intéressante, hyper intéressante, parce que c'était une petite fille qui désobéissait beaucoup, et qui d'ailleurs, j'avais un peu de mal à m'identifier à cet enfant qui m'attirait tout autant qu'elle m'inquiétait. Voilà, j'étais aussi soumise à plein d'impératifs de conduite en tant que petite fille, et donc c'était un peu, je voyais cette gamine désobéir, je me disais est-ce qu'on a le droit? Donc j'étais très ambivalente moi autour de ce genre d'héroïne, mais parce qu'en fait il y en avait très peu, elle était très singulière au milieu du reste, et ouais, non, les vrais chocs littéraires féministes, souvent lesbiens, souvent en ce qui me concerne, ont eu lieu tard, ont eu lieu vraiment très tard. J'ai sous les yeux en effet un constat que j'ai relevé, mais c'est en France. Les femmes sont sous-représentées dans les manuels scolaires, les femmes auteurs, très peu citées par rapport à leurs homologues masculins. Moi je vois à peine 4%. Et 96%, les femmes philosophes encore moins. Et sur les 254 biographies de personnalités recensées à la fin des manuels scolaires, seules 11 sont des biographies de personnalités féminines. Victor Hugo cité 49 fois, George Sand cité 1 fois,
Par ailleurs, quand les femmes sont citées, c'est leur lien avec les grands hommes dont elles ont été les mères, maîtresses ou épouses qui est mis en exergue. Louise Collet est présentée comme la confidente de Flaubert, sans mentionner qu'elle était avant tout une poétesse. Même sort pour George Sand, réduite au rôle d'amante de Musset. Quant à Elsa Triolet, elle est uniquement la muse de Louis Aragon. Je trouve ça quand même assez intéressant, même si je ne veux pas passer passéiste. Je ne veux pas paraître passéiste. C'est juste, encore une fois, des constats. Je ne me serais jamais imaginé cette grosse différence. Alors Geneviève, je viens vers vous parce que, en effet, elle parle de ce qu'elle a pu lire à l'école. Je trouve ça intéressant de dire on m'a imposé Zola. Et vous êtes en contact encore aujourd'hui et vous faites se rencontrer parfois des jeunes dans des mondes très différents. Qu'est-ce que vous ressentez et comment est-ce que, avec votre franc-parler, comment est-ce que vous arrivez à obtenir en effet leur confidence sur leur lecture ou pas? Alors, je vais d'abord, je peux ne pas répondre à votre question. Je vais rebondir sur... donc, par rapport... donc, moi aussi, j'ai très peu lu d'auteurs féminins, très peu lu d'auteurs vivants et pas d'auteurs belges. Enfin, à part un poème de Maurice Carême en 2e primaire, rien. Qui est un grand poète au demeurant, à mes yeux. Mais voilà. Il faut lire ses poèmes d'amour. C'est très, très beau, je trouve. Alors... j'ai une réponse un peu plus ambiguë que la tienne. Ça veut dire que moi, quand j'étais à l'école, j'ai pensé que des lectures m'avaient été imposées. Et j'étais en colère. Des années après, maintenant, je me rends compte à quel point certaines lectures ont été déterminantes pour moi. Et qu'en fait, le professeur, il a pour but de nous amener là où on ne pourrait pas aller seul. Il y a des lectures, donc moi, effectivement, j'ai eu des lectures féministes dans mon chemin de femme et j'ai fait ce chemin-là moi-même. Je pense qu'un professeur ne pouvait pas m'amener là. Par contre, j'ai un prof qui, en 6e secondaire, m'a fait lire l'introduction à la psychanalyse de Freud. Je pense que, non, mais ça a déterminé ma vie. C'était une brique, mais il m'a ouvert un monde. Il nous a parlé de Marcel Proust. Franchement, je riais de ce prof, je trouvais ça lamentable. Je pense que c'est une lecture déterminante qui a changé ma vie. Mais c'est comme, je ne sais pas si vous avez eu ça, moi, en sortant de 6e secondaire, je pensais que mes grands professeurs étaient un tel et un tel. Et en fait, des années après, je peux dire, oui, c'était des chouettes profs, mais le grand format, je n'étais même pas capable de les voir. Alors, comment... avoir les confidences des jeunes sur ce qu'ils lisent. Je ne crois pas que la première chose que les jeunes racontent, c'est ce qu'ils lisent, c'est plutôt ce qu'ils écoutent, je crois. En tout cas, ça peut être le rap ou le slam, ça effectivement. Et c'est du texte quand même. Je pense que c'est juste passer du temps avec eux, les écouter et pas s'amener en tant que détentrice d'un savoir. Alors, vous citez des chiffres, Sylvie, qui sont catastrophiques, mais en même temps, on ne doit pas se cacher ce qui est en train de se passer. C'est un vrai raz-de-marée qui est en train de se passer maintenant. Le chiffre de 4%, dans 20 ans, on en reparle. Parce que moi, je fais des lectures spectacles portrait où on lit des textes d'auteurs contemporains. On pleure pour trouver des hommes maintenant. Donc, chaque année, maintenant, les 3 dernières années, on se dit chaque fois, il faut qu'on mette des hommes quand même, c'est la honte. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... Alors, la parole s'est libérée, on ose dire, voilà. Et puis, j'ai une dernière chose, donc ça semble un peu déjeté, mais en fait, moi, quand je lis un livre et qu'il me touche, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est un homme ou c'est une femme qui l'a écrit. Il m'embarque dans le roman, il m'embarque Romain Gary quand il fait La vie devant soi, ou ce que j'adore et qui est écrit quand même à la 3e personne, Les racines du ciel. Je trouve que ce roman est immense. Et quand vous lisez Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, c'est immense. Et Jane Austen, c'est immense. Et vous embarque dans des mondes, dans des univers. Et en fait, moi, j'aime bien qu'on me sorte de mon genre, mais de ne pas savoir. Et c'est beau de penser qu'à un moment, un écrivain a suffisamment de sensibilité pour pouvoir sortir de sa condition et vous faire sortir, vous, de la vôtre. Pour découvrir des vies, des manières de ressentir. Moi, par exemple, j'ai adoré Guerre et Paix. C'est un roman, si on peut dire,
hyper masculin, mais en fait pas hyper masculin, parce qu'en fait, ça parle quand même de l'angoisse de la guerre, de la perte, du temps qui passe, de l'errance de l'amour, de la franc-maçonnerie. Enfin, il y a des tas de choses qui n'ont rien à voir avec être homme et femme. Et je trouve que quand nous, on le définit, on reste dans une manière genrée de parler des choses et il faudrait qu'on puisse en sortir. Enfin, voilà. Et donc finalement, c'est là tout l'attrait d'avoir des pseudonymes. Parce que sous des pseudonymes, finalement, tout le monde pourrait avoir un pseudonyme sans savoir qui se cache derrière l'écriture. En même temps, je trouve que c'est bien d'assumer ce qu'on écrit. C'est vrai aussi. Mais est-ce que, oui, en même temps, vous ne ressentez pas, s'il y a un pseudonyme et que vous lisez quelque chose sans savoir si c'est homme ou femme, vous ne ressentez pas directement qui est derrière? Non, mais par exemple, moi, si on ne m'avait pas dit Marguerite Yourcenar, je trouve qu'on ne peut pas savoir. Maëlys de Kerangal, à certains moments, quand elle écrit, c'est vraiment une écriture... Mais alors, c'est un stéréotype de penser qu'une écriture est masculine ou féminine. Parce que l'échelle, le champ des possibles d'un homme ou d'une femme est énorme. Il y a plus, c'est plus blanc ou noir. Lisez par exemple, le théâtre de Cocteau est extrêmement féminin. Bien sûr. Il y a si vous lisez Sodome et Gomorrhe de Proust, je trouve qu'il y a des parties extrêmement féminines. Vous avez ça aussi parfois chez Beckett. Donc franchement, moi, masculin, féminin... Et je trouve que c'est des sous-catégories réductrices parce qu'une fois qu'on dit que c'est une écriture féminine, qu'est-ce qu'on dit en fait? Est-ce que ça définit un roman? Ben non. Entre La Comtesse de Ségur et Nancy Houston, mon Dieu, il y a quand même un peu de différence. Mais donc voilà. Et J.K. Rowling aussi, qui a été quand même... toute la saga Harry Potter, on pourrait... c'est une femme. Et Enid Blyton ça a aussi, fait couler beaucoup d'encre. Tous les oui. Oui, absolument. oui. Leïla, vous voulez rebondir un peu sur ce qui a été dit? C'est embêtant quand on passe après Geneviève parce qu'elle dit toutes les choses intéressantes. Donc, oui, mais j'avais deux choses à dire. Tout d'abord, il y avait une phrase qui m'était venue à l'esprit après l'intervention de Malika, et c'était... Vous allez dire que je cite beaucoup, je m'excuse, j'adore les belles phrases, mais c'est une citation de Kateb Yassine, qui est un écrivain algérien, et alors il a dit « Une femme qui écrit vaut son pesant de poudre ». Et je trouve que c'est une belle citation. Et sinon, pour rebondir par rapport à ce que disait Geneviève, c'est vrai que, en fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écriture féminine. Il peut y avoir des sensibilités, mais en fait, nos identités sont multiples. Et donc, bien sûr, on est femme aussi. Voilà. Mais en fonction de l'endroit où on est, de sa race, de sa classe sociale, on a différents paramètres qui peuvent être mis en évidence dans son écriture et pas uniquement la féminité. Donc c'est qu'un aspect qui peut parfois prendre de l'ampleur. Bon, par exemple, dans mon livre, c'est un livre sur la maternité, donc voilà. Mais ce n'est certainement pas le seul paramètre d'une écriture qui serait soi-disant féminine. Parlons peut-être de la publication, parce qu'une fois qu'on a écrit, il faut encore être publié. Alors quel est un petit peu le parcours, le vôtre, avec votre livre? Est-ce qu'on vous a recommandé en disant tiens, tel livre c'est plus dans telle maison d'édition que tu vas être... que tu vas avoir non, j'ai dû me débrouiller toute seule, c'était pas facile. Et c'est-à-dire, parce qu'il y a encore peut-être beaucoup de personnes qui ne savent pas comment on arrive jusqu'à une maison d'édition. C'est pas facile. Bon, moi, c'est un petit peu par hasard parce que j'ai eu la chance de publier 2 nouvelles avant. Et vraiment, tout à fait par hasard, je suis tombée sur un éditeur qui édite de la poésie, qui s'appelle Claude Donnet. Et comme j'ai un style, vous l'avez dit, un peu poétique, il a accepter ma nouvelle, alors qu'en fait, normalement, il ne faut jamais faire ça. Envoyer une nouvelle à un éditeur de poésie, ne faites jamais ça, c'est complètement ridicule. Je l'ai fait, j'ai eu de la chance. Et il se trouve que Claude Donnet publiait aussi en tant qu'auteur chez Méo. Et c'est comme ça que j'ai eu... Enfin, j'ai pas eu de comment on dit ça, de recommandation, mais j'ai découvert cette maison d'édition. J'ai lu, je me suis dit, oui, ça peut me convenir. Et puis voilà. C'était un peu de la chance aussi. Alors, il y a un mot que vous avez employé plusieurs fois, le mot autrice. C'est quelque chose qui fait encore couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on dit auteureux, une autrice? Est-ce que ça pose problème, pas vous de Geneviève, mais est-ce que non, ça pose pas de problème? Est-ce que vous, parfois, quand on dit qu'est-ce que vous préférez comme mot en fait? Moi, je suis une raconteuse d'histoire. Ok, ça c'est plus simple, voilà. Voilà. Non, mais moi j'ai jamais aimé trop
féminisation des mots, écrivaine, autrice, enfin voilà, je trouve ça un peu, enfin ça, voilà, je trouve qu'il y a d'autres combats à mener que ce combat-là. Il y a des personnes pour qui c'est important. J'avoue que pour moi, ça n'est pas un combat nécessaire. Donc voilà, voilà mon avis sur la question de la féminisation. Ok. Sophie, donc votre livre est sorti il n'y a pas longtemps, on est d'accord. Il y a quoi? Il y a un an? Même pas. Un an tout juste. Est-ce que depuis un an, est-ce que avec le succès, parce que comment est-ce que vous définiriez peut-être ce qui est en train de se passer depuis un an, au niveau des critiques, au niveau des interviews qu'on a pu vous demander? Qu'est-ce qui s'est passé un peu, le chemin qui s'est passé dans cette nouvelle expérience? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en tant que femme qui écrit? Vous écrivez, vous êtes publiée, ensuite? Ensuite, on attend et on prie. Enfin, non, mais c'est vrai, le chemin d'un texte, le chemin d'un roman est parfaitement mystérieux. Je pense qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme ou d'une personne trans, parce qu'on parle beaucoup, on mobilise des notions très binaires ce soir, mais tout à fait. On va oublier que là, on parle d'une plus de notions culturelles qui reflète, en tout cas au regard de la science, pas vraiment les réalités biologiques. Donc non, pour l'instant, ce qui se passe, c'est chouette. Oui, quand on tape votre nom, oui, il y a plusieurs vidéos que vous avez pu réaliser, des interviews à distance, des interviews des télos locales aussi, je pense. Oui, ça fait partie de l'exercice de promotion qui accompagne un ouvrage. Mais qui fait l'exercice de promotion? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas vraiment comment ça se passe. Alors vous toute seule? La maison d'édition. Oui, je pense que c'est vraiment une succession à nouveau de hasards et de. Je crois que ma maison d'édition entretient de bonnes relations avec. Enfin, les libraires aiment bien un culte. Et que c'est déjà une première chance que j'ai eue, en fait, et ce dont j'ignorais tout, parce que c'est évidemment pas écrit sur leur site internet quand on leur envoie un manuscrit. Ils précisent pas qu'ils ont des super relations libraires. Ça, c'est une première chance, et c'est quelque chose dont j'ai bénéficié, qui est parfaitement exogène au texte. C'est-à-dire que c'était une condition nécessaire. Après, il se trouve que les libraires ont apprécié le texte, que certains libraires et certaines libraires ont apprécié le texte. Et là aussi, c'est une question de rencontre, de sensibilité, de plein de choses qui sont très peu saisissables, pour moi. Et voilà, en fait, je suis très spectatrice de ce qui se passe. Je suis très peu actrice là, de ce qui se passe. J'attends et je regarde. Vous êtes en train d'écrire le second? Vous êtes sur quelque chose? De penser à un autre texte, et j'essaye de nourrir le désir d'autre chose. Et quand j'aurai trouvé le temps, parce que j'ai un emploi par ailleurs qui m'occupe beaucoup, qui me prend beaucoup d'énergie, de temps, alors je me mettrai au travail. Mais j'aimerais bien rebondir sur la question de la féminisation des mots. Et de est-ce que les autrices existent finalement, parce que est-ce qu'on écrit en tant que femme ou en tant que... Moi, je pense qu'on écrit en tant que personne située. On est tous et toutes situés sur la grande matrice du jeu social. Et effectivement, on est situé à l'intersection d'énormément de paramètres qui nous offrent ou nous retirent certaines choses. Et par contre, moi, je crois très profondément à une écriture située, c'est-à-dire qu'on écrit depuis l'endroit où on est. Et on est certainement... Il arrive qu'on soit une femme, il arrive qu'on se sente femme, et c'est un sentiment fluctuant. Et effectivement, je pense qu'une histoire vaut pour ce qu'elle est, et bien plus que pour la personne qui l'a écrit. Après, il y a tout l'enjeu d'assumer, pour la personne qui écrit, d'assumer ce qu'on fait, etc. Mais c'est une autre question. Et pour moi, c'est ce qui rend le terme autrice important, c'est parce qu'on l'entend et qu'on l'entend peu, en fait. On l'a peu entendu, on le voit peu. Et moi, c'est pas tellement pour moi que je l'utilise, mais c'est plutôt pour qu'il intègre la matrice, les représentations d'autres femmes
chez qui ça pourrait réveiller une envie, que ça pourrait rassurer, que ça pourrait... c'est pour que ça existe. Parce que le langage, pour moi, on parlait de mots, on parlait de l'importance des mots, de ce que ça ouvre en termes de représentation, de possible. Et chez moi, ça structure énormément la pensée, en fait. Les termes qu'on utilise sont fondamentaux, en fait. Ils déterminent tout le reste. Donc oui, autrice. Alors, les polémiques, je les connais très mal, parce que pour moi, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas bien suivi ça, mais je crois qu'il existe une historienne linguiste qui s'appelle Eliane Viennot, qui s'est penchée en profondeur sur les origines du mot autrice. Et je vous encourage à lire son travail. Souvent, ce sont des tout petits livres parfaitement accessibles, d'une clarté translucide. Et c'est très agréable à lire. On comprend d'où ça vient, ce que ça veut dire, pourquoi ça peut être pertinent d'utiliser. J'ai bien fait de vous poser la question. Écarté. Voilà. J'ai bien fait de vous poser la question. J'aimerais quand même rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que voilà, moi je suis d'une autre génération que la tienne. Je crois qu'il y a quand même 20 ans entre nous, légèrement plus de vingtaine, oui, 10 dans la tête. Non, mais en fait, avant que la question se pose, ce sont des questions récentes, cette féminisation des mots. Moi j'écris depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Alors, comme on se sent fille ou garçon assez tôt, moi je me suis très tôt sentie auteur. C'est-à-dire à 8 ans, j'écrivais. Dès que j'ai su écrire, j'ai jamais arrêté. L'écriture et la lecture font partie de ma vie depuis maintenant très très longtemps. Et donc à l'époque, quand j'ai commencé à écrire, adolescente, j'avais déjà écrit 2 romans, j'écrivais des nouvelles. Ensuite, à 20 ans, j'ai écrit un vrai roman que j'ai voulu publier. Donc pour moi, je me suis toujours sentie auteur ou écrivain. Et donc, me situer en tant qu'auteur ou qu'écrivain, ça dépasse le mot, ça dépasse... Enfin, j'entends bien ce que tu dis, évidemment. Et ce sont des questions que j'entends parce que j'ai une fille qui a 19 ans et elle réfléchit aussi comme toi. Voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Mais moi qui suis née, je pense qu'on est écrivain ou peintre ou sculpteur ou que sais-je, je ne me suis jamais posé la question de me dire est-ce que je suis avec un E ou sans E. Pour moi, c'est d'abord j'avais envie de raconter des histoires et de témoigner. Moi, j'ai toujours pensé qu'un écrivain était un témoin de son temps. C'est quelqu'un qui est là pour observer des choses. Geneviève faisait référence à de très grands écrivains français et d'autres russes notamment. Mais les auteurs sont morts aujourd'hui, mais leurs œuvres sont là. Et si on se plonge dans leurs œuvres, on a un instantané de leur époque. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça que moi, je vis l'acte de l'écriture. Donc, mais je comprends tout à fait que pour cette nouvelle génération que tu incarnes et que tu incarnes merveilleusement bien, ce sont des choses importantes, mais qu'ils sont peut-être moins pour moi. Voilà, qui n'ont pas été des sujets à l'époque. J'ai eu un moment de réflexion comme toi, parce que moi, encore en plus, j'ai une mère qui n'a pas pu travailler, donc il y avait un côté de... Il fallait prendre le nom des professions des hommes et les attraper. Mais en fait, depuis quelques années, donc je revendiquais écrivain, romancier, etc. Et puis à un moment, j'ai vu que la question du E est politique. Et c'est pas tant pour moi que pour celles qui me suivent. Et donc, voilà. Il y a le... Ouais, donc, je le revendique. Geneviève, par rapport à... Même question un peu, le monde de l'écrivain aujourd'hui. Donc on a bien compris le message de Malika, c'est de transmettre évidemment un message. Parlons de vos 2 derniers livres. Jackie, c'est vraiment ça, c'est le dernier livre. Je ne sais pas si je dirais que c'est transmettre un message pour moi. Ah, c'est pas la même, c'est un peu... C'est comme ça que je l'ai ressenti, donc voilà. Je crois que... Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est de permettre au lecteur de faire comment expliquer ? De faire une connaissance très intime avec une situation, mais pardon, je vais remonter plus haut. Ça veut dire que moi, j'ai très vite compris que tout le monde ne lit pas. Que les gens qui lisent, c'est des gens qui, culturellement, ont reçu des choses. Et plus on lit,
plus il y a des chances qu'on ait des fonctions très importantes dans la société. Plus on lit naturellement, hors de l'école. Mais que plus on lit naturellement, plus on a des fonctions très importantes dans la société, plus il y a de chances qu'on soit amené à prendre des décisions pour des gens qu'on ne connaît pas et pour des gens dont on n'a aucune idée du quotidien. Par exemple, les personnes qui ne savaient pas lire et écrire de l'école du Puy du Clos, qui a été fermée depuis. Et donc je me suis dit que le travail de l'écrivain, c'est de donner à entendre et à connaître ces gens-là, pour que les gens qui lisent et qui sont éduqués sortent des clichés, des idées toutes faites. Qu'on ne se dise pas, tiens, ce chômeur, il est paresseux. Non, peut-être qu'il ne sait pas lire et pas écrire, et c'est quelqu'un qui se débat, qui a des rêves, et qui... mais dans la société structurée comme elle est, voilà. Et je pense aussi qu'on est là, les écrivains, ils sont là pour mettre les lecteurs debout, pour les mettre en mouvement, pour qu'ils se posent des questions, pour que ça s'agite dans leur tête, pour leur rendre compte de la complexité du monde. Et si on parvient à agiter le cerveau du lecteur et à lui dire que sous la surface, il y a des choses... Enfin, c'est pas qu'entre ce qu'on voit et ce qui est en dessous, il y a une grande différence. Je pense qu'on n'a pas perdu sa journée. Et ça, ce n'est que moi qui le pense. Et donc, je ne suis pas là pour faire passer des messages. Je suis là pour que le lecteur se dise, tiens, moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Alors là, je pense que, pour moi, c'est intéressant. Mais je pense que vous avez un parcours un peu différent et que, encore une fois, je parlais de lecture contemporaine, de femmes de théâtre que vous êtes. Donc, je pense qu'en effet, il y a d'autres choses qui émergent de votre mission. On va parler de ça comme d'une mission, hein. Leïla, vous faites aujourd'hui, vous êtes sur un autre livre, hein, donc, qui parlera de l'Afrique. Oui. Donc, est-ce que derrière ce livre qui parlera de l'Afrique, il y a une volonté de transmettre, ou quel est l'objectif, encore une fois, de ce deuxième livre? Le vôtre, d'abord le vôtre, personnel, et puis celui peut-être qui sera ressenti par les lecteurs. Écoutez, pour moi, bon, je vais vous parler de ce que je pense être un bon livre. Après, il y aura, j'espère, une marche très très réduite, mais voilà. Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui crée des émotions, d'accord, qui suggère des émotions, mais c'est aussi un livre, je ne vais pas parler de message, mais un peu dans le sens de Geneviève, un livre qui fait un peu bouger les choses, quoi. Donc ce sera un livre pas uniquement esthétique, mais il y aura aussi, je ne veux pas dire message parce que je n'aime pas ce mot, mais il y aura un fond quand même assez, j'espère assez intéressant, puisque le continent africain est un continent qui me touche beaucoup. On sait qu'il traverse, qu'il n'arrive pas à se développer depuis énormément d'années. Et donc j'aimerais présenter des personnages africains qui touchent les lecteurs européens, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Geneviève, est-ce qu'en étant publié ou interviewé, mais je peux poser la question aux autres aussi, est-ce qu'on est reconnu dans le milieu? J'aimerais juste vous faire, parce que j'entends très bien le message que vous délivrez ce soir, est-ce que vous avez l'impression d'une reconnaissance à juste titre de ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une notion de concurrence aussi? Et ça, c'est peut-être une question que j'ai envie de poser. Alors, je ne vais plus parler de femmes ou d'hommes, hein, mais est-ce qu'il y a une notion de concurrence que vous ressentez? Alors, bon, à juste titre, ça, je ne sais pas, je veux dire. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, je ne sais pas comment vous le vivez, mais qu'il y a quand même un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ces auteurs. Alors, ce qui est assez chouette, je trouve que j'ai l'impression, bon, après, on peut toujours se plaindre, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient ces auteurs et soutient la diversité de ces auteurs. Donc, il n'y a pas une manière d'écrire qui est soutenue, il y a 1000 manières d'écrire. Je trouve ça incroyable, le nombre d'auteurs qu'on a en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est quand même grand comme un mouchoir de poche. Donc, c'est quand même... Il y a des éditeurs belges qui se battent, il y a des éditeurs qui font le relais vers d'autres éditeurs en francophonie. Donc... Voilà, et je trouve, mais peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je trouve qu'il y a en tout cas une attention ces dernières années à l'écriture de femmes. Donc voilà.
Après, au niveau de la concurrence, moi, j'ai l'impression qu'on coexiste avec bonheur et joie. Par rapport peut-être à des auteurs hyper médiatisés, on ne parle pas que femmes ou hommes, encore une fois, par rapport aux auteurs hyper médiatisés qu'on voit peut-être, ou qui sont en tête d'affiche, ou qui sont représentés un peu partout. Comment est-ce que, juste encore personnellement, comment est-ce qu'on vit ce genre de choses ? Moi, je trouve ça super de voir qu'un copain cartonne ou qu'une copine cartonne. Okay. Après, ça m'enlève rien, ça m'empêche pas moi de cartonner ou de pas cartonner. Sophie, est-ce que j'ai une autre question à vous poser. Sophie, est-ce que le fait d'avoir votre nom qui apparaît en effet sur un livre, sur un premier livre, et d'être interviewé, est-ce que le fait d'être publié, c'est une certaine reconnaissance ? Est-ce que c'est se faire un nom ? Est-ce que votre objectif, en tant qu'auteur d'un premier livre, c'est de se faire aussi un nom ? C'est que Sophie Laubrebie existe par rapport à ce qu'elle a écrit ? Non. Okay. En ce qui me concerne, non. Mon objectif, c'était d'écrire, d'aller au bout de cette histoire. Dieu sait que j'en ai douté. Donc tout l'enjeu, il était là. Il était de faire en sorte que cette histoire existe, qu'elle soit lue, parce que c'était une histoire. C'était une histoire qui avait été sortie de mon histoire, et j'avais à cœur de la réintégrer. Mais non. Enfin. Et d'ailleurs, je crois que si on écrit pour se faire un nom, il vaut mieux faire autre chose. Parce que, enfin, je saurais pas très bien quoi en dire, en fait. Je pense qu'il existe des moteurs bien plus puissants, en tout cas. Quant à la rivalité, la concurrence. La concurrence, oui. J'ai l'impression que l'écriture, si ça permet quelque chose, c'est justement la singularité. Et c'est peut-être ce qui sauve de la concurrence. C'est que ce qu'on écrit, on peut être sûr que personne d'autre ne peut l'écrire. Et ce qu'écrivent les autres, on peut être sûr qu'on serait incapable de l'écrire. Et donc, après, il y a le jeu médiatique, il y a ce que la notoriété amène. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, ça ouvre ou ça ferme des portes, ça permet avec plus ou moins de facilité de continuer à écrire. Mais c'est encore ça, c'est sur les conditions matérielles de l'écriture. Et effectivement, je pense que la notoriété tient un rôle là-dedans. Mais c'est autre chose. Positif ou négatif, en fait. C'est pas. Bien sûr, et en plus, ça a un poids, je crois. Après, moi, j'aurais du mal à me situer, par exemple, là-dedans. Mais effectivement, l'exercice de la promotion autour d'un roman, c'est pas ça qui fera nécessairement que le roman se vendra. Donc c'est pas parce qu'il y a de la presse que le roman se vend, c'est pas parce qu'il y a de la presse que le roman est bon. Enfin, c'est d'ailleurs qu'est-ce qu'un bon roman, je ça sais c'est pas. Sûr. Et par contre, cet exercice-là, il mange du temps, il mange de l'énergie. C'est tout à fait autre chose que d'écrire. Donc, c'est très étrange en fait comme exercice. Ce qu'on relève aussi par rapport à votre premier livre, c'est cette désobéissance minuscule, et vous le dites, qui parfois permettent à de grands virages d'être pris. Je trouve ça vraiment bien dit. L'héroïne est imparfaite, a des désirs inassouvis, elle est mélancolique, pas flamboyante, mais elle a une vraie dimension humaine. Oui, ben, c'est parce que ça parle d'une conviction intime qui est qu'on ne se rend pas compte en fait. Des grands tournants qu'on prend, on les prend comme, en se brossant les dents quasiment, quoi. On ne sait pas quand on prend tous les jours des centaines de décisions, on fait tous les jours des centaines de petits pas de côté, sans toujours savoir exactement ce qu'ils amèneront après. Et j'aime beaucoup ça. J'aime bien l'idée d'une accumulation de minuscules petites choses qui, à la fin de la journée ou à la fin du trajet, dessinent quelque chose de grand. Parce que je crois pas qu'on... voilà, moi, je pense que chaque individu contient une dose d'héroïsme et que voilà, et cet héroïsme se loge dans des choses parfaitement banales. Par rapport, Malika, à cette action que vous menez aujourd'hui, donc écrivain en herbe, c'est ça? Écrivain en herbe? Non, écrivain en classe. Bon. Oui. C'est ça, écrivain en classe? Oui. Est-ce que vous voyez justement, mais on va parler des garçons et des filles que vous avez devant vous, est-ce qu'il y a
un engouement un peu plus présent d'un côté ou de l'autre? Peut-être rebondir d'abord sur la question de la rivalité entre les femmes. Bon, moi qui suis là depuis 20 ans quand même maintenant, j'observe, enfin j'ai vu pas mal de situations. Je crois que, Geneviève, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je crois que la rivalité entre les hommes est beaucoup plus forte qu'entre les femmes. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs je suis un peu leur confident, donc ils me parlent, me disant voilà, t'as vu un tel, lui il a reçu une bourse, moi alors que moi j'ai publié, j'ai reçu un prix, et puis je reçois une autre son de cloche de l'autre côté. Donc je crois que les hommes ont ce besoin de se confronter beaucoup plus que nous, les femmes. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, notamment il y avait un projet ici dans le Hainaut qui s'appelait le projet Bertin-Plisnier, que la province du Hainaut avait mis en place il y a ça quelques années. On était un groupe d'écrivains justement, donc c'était comment on appelait ça, donc c'était la province dans le cadre d'un projet pour les écoles. Ça n'avait rien à voir avec la profession des lettres, mais voilà, c'était des animations en classe. Et on était avec François Spirard, François Oudard, Evelyne Wilhuert, Colette Mazur, qui sont des auteurs voilà, d'une autre génération, de ma génération. Et on était vraiment très complices, on discutait, on partageait nos impressions. Et d'ailleurs, c'est à la suite de nos discussions que j'ai eu l'idée d'écrire Maternité, littérature, création et procréation que j'ai là. Et donc c'est vraiment justement à quel point nous les femmes très vite, comme tout à l'heure d'ailleurs, on peut se rejoindre dans un sujet qui est le sujet de la maternité, qui est le sujet voilà, en lien avec nos vies. Donc comme si finalement notre travail d'auteur passait en second plan. Justement, tu citais Nancy Houston, c'est elle qui disait un homme ressent l'écriture comme un droit, la femme comme un privilège. Une femme va se dire, voilà, est-ce que ma lessive est faite, est-ce que le repas est prêt, est-ce que les devoirs sont faits, et puis seulement si tout ça c'est ok, on se met à écrire. Alors que l'homme dit, moi je vais écrire, il s'enferme dans son bureau et il écrit. Donc il y a comme ça, c'est pour ça que pendant des siècles, justement, les hommes ont eu ce droit à l'écriture parce que c'était eux qui avaient le droit d'exprimer justement leur talent ou leur envie d'écriture. Nous, les femmes, on a dû voler ces moments et on continue à le faire. Je veux dire, à partir de l'instant où on est maman, bon, maintenant et moi, ils sont grands, mais quand ils étaient petits, oui, je volais des instants, j'essayais d'écrire dans les moments où j'avais pas envie d'écrire parce que je savais qu'ils n'étaient pas là, qu'ils étaient à l'école ou au sport et que je pouvais écrire qu'à ce moment-là. Alors qu'un homme, sûrement, se dit, bon, voilà, moi, je ferme ma porte, j'écris, c'est comme ça. Virginia Woolf a écrit Une chambre à soi, qui était pourtant une bourgeoise anglaise qui avait tout le loisir de pouvoir écrire comme elle le souhaitait, mais elle a ressenti aussi, toute grande romancière anglaise, ce besoin d'avoir un endroit à soi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup lu aussi Nancy Houston, Elisabeth Badinter ou Simone de Beauvoir, qui ont beaucoup posé ces questions-là, justement, du moment de... Oui, tu connais le journal de Karl Ove Knausgaard? Non. Donc il est père au foyer et il ne peut plus écrire parce que sa femme, elle écrit, elle fait du théâtre et donc il s'occupe des 3 enfants et c'est son journal. C'est assez passionnant. Oui, c'est une réalité. Je pense que c'est une réalité qui reste aujourd'hui vraie. Alors on a des auteurs dans la salle, j'aimerais bien avoir leur avis sur cette question justement. On les fera intervenir tout à l'heure. On peut, je ne sais pas, à mon avis, on arrive à la fin, donc je pense qu'en effet, si... Bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'éléments, je crois, en effet. Et puis, notre histoire humaine, elle est celle-là. C'est-à-dire que les hommes ont toujours été ceux qui devaient penser, et ceux qui avaient le droit d'exprimer leurs pensées et de l'écrire. Et puis nous, les femmes... alors, dans l'essai que j'ai écrit sur la question, parce que je me suis beaucoup penchée, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, parce que c'est une question qui m'a beaucoup habité en tant que femme. Bon, alors moi, je suis d'origine algérienne, donc en plus, j'avais le poids des traditions. Et je me souviens, moi, d'une maman qui me disait, mais de toute façon... il n'est pas nécessaire que tu fasses des études, tu vas trouver un mari qui va s'occuper de toi et c'est parfait comme ça. Donc voilà, moi j'ai grandi et j'ai pensé qu'elle avait raison en fait. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je trouve un mari. Oui, j'ai fait le contraire, mais parce qu'à un moment donné, j'ai eu un sursaut. Mais c'est vrai que voilà, mais ma mère n'est que le reflet de toute une génération. Elle a 81 ans aujourd'hui. Mais elle est le reflet d'une génération de femmes qui pensaient qu'en effet, les femmes étaient faites pour la maternité, pour le mariage, et que l'homme était là pour... Donc c'est vrai, je rejoins ce que vous dites. Par contre, il y avait une certaine classe bourgeoise qui pensait autrement, mais elle était minoritaire, cette classe bourgeoise.
Il y a les deux phénomènes. Il y a le fait de ne pas avoir accès à l'écriture à cause de tous ces problèmes qu'on a évoqués. Et puis, ce que vous disiez aussi, le fait que les femmes ont été complètement effacées, en fait, aussi des livres, de l'histoire. Donc, elles écrivaient aussi, mais on les a... Et on a le même phénomène avec tous les groupes un peu marginalisés. Par exemple, Aimé Césaire parlait d'oublioir pour la francophonie. Il parlait d'oublioir, donc c'est-à-dire ce phénomène d'oublier. Là, il parlait des peuples dominés, mais c'est un peu le même phénomène, en fait. On écarte une partie, oui, la pensée qui n'est pas dominante. Bon, ben je pense... Qu'est-ce que vous en pensez, les femmes? Je pense que ça fait 1h30, à peu près. Non, ça va? Vous êtes contents? Eh bien, merci. Je pense qu'on peut les applaudir, évidemment, toutes les 4.